Se sculpter un corps de rêve à la salle de sport, c'est difficile et chiant, mais quand les efforts commencent à porter leurs fruits et que vous vous faites remarquer par des personnes qui vous plaisent, c'est cool, oui. Et bon, ça pourrait se terminer bien avec le classique happy end et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors peut-être que ça existe, mais là, la rencontre que va faire notre protagoniste ne va pas du tout se terminer bien. Bobby, c'est un mec normal, il a 30 ans, il bosse dans un bureau toute la journée et pour pas péter un câble avec le taf, il va à la salle de sport. Pas pour devenir Mister Univers ou quoi, juste pour se maintenir en forme. Il y va 3 fois par semaine, tranquille, en mode régulier. T-shirt un peu usé, baskets qui ont vu de la route. Il est prêt à transpirer un peu. La salle où il va, c'est pas un truc de fou. Il y a des bancs de muscu, des haltères, des tapis de course, bref, tout ce qu'il faut pour se maintenir en forme. C'est pas le genre de salle où les mecs hurlent en soulevant des tonnes de poids. Ici, c'est plutôt ambiance cool, détente. Les gens viennent faire leur séance, se tapent des petites discussions et basta. Et Bobby fait partie des habitués. Il y a même quelques potes avec qui il rigole de temps en temps. Mais en vrai, il préfère s'entraîner tout seul. Avec ses écouteurs dans les oreilles, un podcast ou un peu de rock en fond sonore. D'habitude, il commence par le tapis de course histoire de s'échauffer un peu. Après, il attaque les poids libres. Il nous dit qu'il sait exactement combien soulever et combien de séries faire. Pas besoin d'en faire des caisses, il fait son truc, il est concentré. La salle, c'est son moment à lui, là où il peut décompresser du taf et des petites galères de la vie. Niveau meuf, Bobby est plutôt discret. C'est pas qu'il est timide, c'est juste qu'il évite de draguer à la salle. Pour lui, c'est pas l'endroit. Comme il dit, on s'entraîne, on fait pas de la séduction, mec. Il reste dans son coin, il regarde personne trop longtemps, et voilà. Mais ce jour-là, ça va changer. Ce jour-là, Bobby fait sa routine comme d'hab. Il est sur le banc de muscu, il pousse des haltères, concentré sur sa respiration. Et là, il l'aperçoit. Elle est souvent là, cette fille, mais il l'a jamais vraiment calculée. Cheveux attachés, leggings et débardeurs. Elle s'entraîne sérieusement. Elle a l'air cool, mais Bobby se dit comme d'hab qu'il va pas l'approcher. Mais aujourd'hui, c'est elle qui fait le premier pas. Alors que Bobby est en train de remettre ses haltères sur le rack. Il la voit qui s'approche. Il enlève ses écouteurs un petit peu surpris. « Salut, c'est quoi ton programme d'aujourd'hui ?» demande-t-elle avec un gros sourire. Bobby reste un peu bloqué, il n'est pas habitué à ce qu'une fille vienne lui parler, surtout dans ce contexte. Il regarde autour de lui genre c'est à moi qu'elle parle là ? Salut, tu vois, juste de la muscu tranquille, comme d'hab. Et toi ? Répond-il un petit peu maladroit. Elle rigole un peu, ça le détend direct. Ouais, pareil, je te vois souvent ici. Tu sembles bien régulier. Ça fait longtemps que tu t'entraînes ? Ouais, ça fait 2 ans que je viens ici. Toi aussi t'es régulière, non ? Je t'ai déjà vu quelques fois. La conversation déroule et elle est super sympa, sociable, elle pose des questions, lui parle de ses entraînements. Bobby se surprend à se détendre et à discuter plus longtemps que prévu. C'est agréable, une discussion sans prise de tête. Rien de flirty ou quoi, juste un échange cool. Mais ce que Bob sait pas encore, c'est qu'elle a un mec, et pas n'importe quel mec. Un type massif, bodybuilder à plein temps, du genre à soulever des montagnes pour le fun. Le genre qui voit rouge quand il aperçoit sa copine parler à un autre gars. La femme jette un coup d'œil à l'horloge, puis sourit à Bobby. Bon, faut que je file, c'était cool de discuter. À la prochaine. Elle lui fait un petit signe de la main et s'éloigne. Bobby la regarde partir un peu dans ses pensées. Il remet ses écouteurs, mais il y a quelque chose qui reste en tête. Pas parce qu'il s'imagine un truc avec elle, non, mais parce que c'était un moment agréable. Ce qu'il sait pas, c'est que quelqu'un a vu la scène. Et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Quelques jours plus tard, après une séance comme les autres, Bobby se dirige vers les vestiaires pour changer. Il a tout donné sur les machines, un peu fatigué, il pense juste à rentrer chez lui, se poser devant la plateforme avec un N. Il traîne un peu, remet ses affaires dans son sac, puis file sous la douche. Là, il entend des pas lourds qui résonnent dans les vestiaires. Il fait pas vraiment gaffe au début, mais il y a un truc bizarre, une tension dans l'air. Quand il sort de la douche et retourne à son casier, il tombe nez à nez avec un type qu'il a jamais vraiment remarqué avant. Il le voyait dans la salle, mais sans jamais s'en approcher. C'est un monstre, le genre de gars qui fait passer The Rock pour un gringalet. Muscles partout, regard noir et il bloque complètement l'accès à son casier. « Toi là !» fait le gars d'une voix grave, presque comme un grognement. Bobby relève la tête un peu confus. « Ouais ?» répond-il hésitant. Le colosse le fixe comme s'il allait le bouffer tout cru. « Écoute-moi bien mec, la meuf à qui t'as parlé l'autre jour, c'est ma femme. » Bobby sent une grosse goutte de sueur froide descendre dans son dos. Il pige direct où ça va mener. Il essaye de jouer la carte de l'innocence. « Oh, ouais, désolé mec, je savais pas, on faisait juste causette, rien de grave. » Le bodybuilder se rapproche, genre vraiment prêt à un souffle de Bobby. Il a les poings serrés et Bobby peut voir chaque veine ressortir sur ses bras massifs. T'as intérêt à plus jamais lui parler, sinon je te défonce, t'as compris ? Bobby est paralysé. Il sent la menace bien réelle, mais en même temps, il se dit qu'il va pas se laisser intimider comme ça.
Il veut pas foutre la merde, mais c'est chaud. Alors il tente de calmer le jeu. Ok, pas de souci, je vais pas lui reparler. Mais tranquille, c'était juste une discussion normale. Je me fous de ta discussion, hurle le bodybuilder en pointant son doigt dans la poitrine de Bobby. Est-ce que t'as un autre choix de toute façon? Pas sûr que tu veuilles voir ce qui t'attend sinon. Il fait une pause, laisse le silence peser un instant, puis se recule légèrement, mais pas assez pour que Bobby se sente rassuré. La prochaine fois, je te vois lui parler, je te jure mec, je t'explose. On est clair là-dessus. Bobby hoche la tête, le cœur battant à 100 à l'heure. Le gars finit par s'éloigner, jetant un dernier regard menaçant avant de sortir des vestiaires. Bobby reste là, encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Il se demande comment ça a pu dégénérer aussi vite pour une simple conversation. Il se sent complètement déstabilisé. Et à ce moment précis, il sait pas que ça, c'était juste un avertissement. Les jours passent, mais Bobby peut pas s'empêcher de repenser à la confrontation dans les vestiaires. Le regard du bodybuilder, ses menaces, ça lui tourne en boucle dans la tête. Il essaye de se dire que c'était juste un coup de pression, que le mec va pas passer à autre chose, mais au fond, il sent que c'est pas fini. Pourtant, il continue sa routine, retour à la salle de sport, sans chercher de problème. Un soir, alors qu'il sort de sa séance, Bobby s'approche de sa voiture sur le parking. Et là, il voit direct qu'il y a un truc qui cloche. Il y a 2 pneus crevés. Pas juste dégonflés, mais bien crevés à coups de couteau. Il s'approche, inspecte les dégâts et il comprend tout de suite qui a fait ça. Ça peut être que ce taré de bodybuilder. Ah non, soupire Bobby, en mode dégoûté. Il regarde autour de lui, mais il n'y a personne sur le parking, juste un silence pesant. Le mec a fait ça en douce, comme pour lui montrer qu'il peut frapper quand il veut, sans se faire choper. Bobby se sent piégé, comme s'il était surveillé. Il appelle un pote pour l'aider à rentrer chez lui, mais dans sa tête, ça commence à bouillonner. Les jours suivants, Bobby devient parano. Il a l'impression que le bodybuilder pourrait débarquer n'importe quand. À la salle, il le croise parfois, mais le mec dit rien. Il se contente de le regarder de loin, un sourire en coin. Ça rend Bobby encore plus nerveux. Puis ça continue. Un matin, en sortant de chez lui, il remarque une grosse rayure sur la portière de sa voiture. Pas un petit coup accidentel, non. Quelqu'un a pris un objet bien tranchant et a fait une longue traînée sur toute la longueur. Bobby serre les dents, le message est clair. Je suis toujours là. Il se dit qu'il devrait peut-être porter plainte. Mais pourquoi? Des pneus crevés? Une rayure? Y a aucune preuve que c'est ce mec. Et puis, il sait que ça pourrait aggraver les choses. Alors, il laisse couler. Mais ça continue à vraiment lui peser. Le pire, c'est que le bodybuilder devient de plus en plus direct. Un soir, Bobby rentre chez lui, après une longue journée de boulot. Et là, en arrivant dans sa rue, il le voit. Le mec est garé devant chez lui, dans une grosse bagnole noire, les bras croisés, comme s'il l'attendait. Bobby fait semblant de pas le voir, mais son cœur bat à toute vitesse. Il se gare, sort de la voiture et l'autre démarre en trombe, avec un sourire vicieux au coin des lèvres. Ce genre de petit truc devient assez fréquent. Le bodybuilder fait juste assez pour lui mettre la pression, sans jamais aller trop loin. Bobby sent que c'est un jeu de pouvoir, que ce type essaye de le rendre dingue avant de passer à l'étape suivante. Il le sait que ça va dégénérer. Après les pneus crevés, la rayure sur la voiture et ce bodybuilder qui traîne devant chez lui, la pression monte de jour en jour. Il peut même plus se concentrer à la salle. Il est toujours sur le qui-vive, à se demander si le mec va pas débarquer pour en finir. Chaque bruit suspect le fait sursauter. Chaque ombre lui donne des sueurs froides. Le pire, c'est que ce taré commence à jouer avec lui, comme un prédateur qui s'amuse avec sa proie avant de l'achever. Un soir, Bobby rentre chez lui, après une longue journée bien pourrie. Il a qu'une envie, se poser sur son canapé et tout oublier. Mais quand il s'approche de sa porte d'entrée, il remarque direct que quelque chose cloche. La serrure est forcée. Son cœur s'emballe, il hésite une seconde, puis pousse la porte. L'intérieur de son appart est sans dessus-dessous. Les tiroirs sont ouverts, les meubles renversés. Bobby panique. Il pense tout de suite à un cambriolage. Mais en avançant dans le salon, il comprend vite que c'est sûrement autre chose. Y a rien de volé, c'est juste en bordel total. Là, Bobby, il fait quand même assez vite le rapprochement. Il se dit que le gars est passé à un autre niveau. Le mec est rentré chez lui, dans son espace perso, juste pour lui faire comprendre qu'il peut tout contrôler. Il sent la colère monter, mais aussi une angoisse profonde. Il peut plus vivre comme ça, constamment sur le fil. Le lendemain, il pense aller au commissariat, mais encore une fois, il a aucune preuve solide contre ce mec. Il sait pas si ça va rendre les choses encore pires. Alors, il fait ce qu'il fait depuis le début. Il encaisse et espère que ça va s'arrêter. Mais il sait, au fond de lui, que c'est pas fini. Quelques jours plus tard, il est à la salle, complètement tendu, incapable de se concentrer sur ses séries. Il a l'impression que tout le monde le regarde, que chaque personne pourrait être de mèche avec ce bodybuilder taré. Et puis alors qu'il finit ses reps, il la voit, la femme du bodybuilder. Elle s'entraîne comme d'habitude, elle le remarque et lui fait un petit signe de la main. Bobby hésite un instant, puis se dirige vers elle. « Salut !»
ça va ?» lance-t-elle, toujours aussi souriante. Bobby sait qu'il devrait partir, pas lui parler, mais il est fatigué de toute cette situation. Il répond alors rapidement. « Ouais, ça va et toi ? T'es sûr que tout va bien chez toi ?» Elle fronce les sourcils, un petit peu confuse. « Bah ouais, pourquoi ?» Bobby se mord la lèvre et il peut pas lui dire que son mec est un psychopathe. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Derrière lui, il sent une présence. Il se retourne lentement et là, il le voit. Le mec est là, à quelques mètres, les bras croisés, le regard sombre. Cette fois, il n'y a pas de menace silencieuse. Cette fois, il est prêt à frapper. Bobby sait que l'escalade est terminée. La confrontation est inévitable et ça va mal finir. Le gars s'approche lentement, les poings serrés, la mâchoire crispée. Bobby sent son estomac se nouer. La femme, elle, comprend pas tout de suite ce qui se passe. Elle regarde son mec, puis Bobby, un peu perdu. Mais le silence lourd dans l'air, la tension palpable. Elle commence à comprendre qu'il va se passer un truc grave. « Mec, je t'avais dit de plus lui parler. » Rugit le bodybuilder, la voix grondante, comme un orage qui va éclater. Bobby lève les mains, en signe de paix. C'était rien, mec, juste 2 mots, on causait tranquille. Mais l'autre l'écoute pas. C'est comme si un interrupteur avait sauté dans sa tête. Il avance encore, et là, sans prévenir, il envoie son poing dans la tête de Bobby. Le coup est violent, comme un choc de briques. Bobby titube, perd l'équilibre, mais avant qu'il ait le temps de réagir, un autre coup de poing part. Tout va très vite, même trop vite. Bobby tombe par terre, la tête qui tourne, du sang qui coule de son nez. Il essaye de se relever, mais le bodybuilder est déjà sur lui. Il l'attrape par le col et le soulève comme s'il pesait rien, et il lui balance un nouveau coup dans les côtes. La douleur explose dans son corps et Bobby hurle de douleur. Il peut carrément entendre la femme hurler « Arrête !» Mais le mec n'en a rien à foutre et il l'ignore complètement. Bobby essaye de se défendre du mieux qu'il peut, il tente de lever les bras pour bloquer les coups, mais il est totalement dépassé. Le bodybuilder, c'est une machine, un bulldozer qui s'arrête pas. Chaque coup le rapproche un petit peu plus de l'inconscience. Il voit flou, ses jambes tremblent, il peut à peine respirer. Ses poumons brûlent. « Ah, je t'avais prévenu pourtant !» Là, il y a un dernier coup, un uppercut qui fait voler Bobby sur le sol comme un pantin désarticulé. Sa tête cogne contre le béton de la salle et tout devient noir. Les cris de la femme, les gens autour, tout devient lointain, comme un écho dans un tunnel. Bobby sent plus rien, juste un immense vide qui l'avale. Bobby se réveille à l'hôpital, la lumière blanche des néons l'aveugle un instant. Il a du mal à bouger. Sa mâchoire est gonflée, une côte cassée peut-être, et sa tête lui fait un mal de chien. Tout est flou, il entend des voix, des bruits de machines, le bip régulier du moniteur cardiaque. Il comprend vite qu'il s'est fait défoncer. Quelques jours passent avec de la rééducation et Bobby porte plainte. L'enquête n'avance pas beaucoup. Les policiers lui disent qu'ils n'ont pas trouvé ce bodybuilder. 1 an après des rééducations et prendre sur lui-même, Bobby va décider de retourner dans cette salle de sport. Il doit se maintenir en forme et ne pas laisser ce mec le hanter. Il traîne à la salle, parle avec des gens et de ce qu'il a compris, le bodybuilder a juste changé de salle. Les policiers n'ont pas fait un gros travail d'enquête puisque les gens savent plus ou moins où il traîne. Le mec a changé de salle comme si de rien n'était, comme s'il avait effacé tout ça d'un revers de la main. Pour Bobby, l'histoire est finie, mais la colère reste. Il a survécu à tout ça, mais à quel prix? La police n'a pas fait grand-chose, alors que pourtant, il était quand même très mal en point. Il se demande si même la police a peur d'un Golgoth dans ce genre. Voilà, c'est comme ça que va se terminer cette histoire. Vraiment, c'est difficile de faire une conclusion sur une histoire comme ça, parce que le mec, il est juste en train de faire son sport. Il y a une femme qui vient lui parler, donc c'est pas de sa faute, parce que et puis même la femme, elle a le droit de lui parler. Juste, le bodybuilder, là, le Golgoth, il est complètement fou. Genre, c'est plus qu'il est jaloux, c'est que là, c'est plus la jalousie, c'est jalousie plus. Et la femme n'arrive pas à calmer son mec parce que malheureusement, il est trop fort, le gars. Et c'est Bobby qui en a fait les frais, et j'imagine, au vu du comportement du mec, que c'est pas le seul qui, à mon avis, en a fait les frais. Le gars, il doit faire ça, de salle en salle. Voilà, c'est simple. Allez, on passe à la prochaine histoire. Jim voudrait nous partager une histoire qui l'a glacé jusqu'au sang, avec la permission de son grand-père bien sûr. Il est un petit peu sceptique quant à cette histoire, mais plus il y pense, plus elle est horrifiante. Donc pour un peu de contexte, Jim est à moitié philippin et à moitié américain. Chaque été, ses parents et lui visitent les Philippines et restent généralement chez ses grands-parents. Il y a une semaine, son grand-père du côté de sa mère lui a raconté cette histoire vraie de sa jeunesse. À la façon dont il dit, Jim a remarqué qu'il était toujours secoué et effrayé par ce qui s'était passé. Voici donc cette histoire.
En 1970, quand son grand-père avait 18 ans, il sortait avec cette fille qui avait 1 an de moins que lui pendant plus d'1 an. Appelons cette fille Sabrina. Sabrina était belle, douce, gentille et agréable à regarder selon lui. Au début de l'été, Sabrina l'a invitée chez ses parents, en province. Sabrina vivait actuellement chez sa tante pendant qu'elle allait à l'école dans la ville du grand-père. Le grand-père était sceptique au début, car la région dans laquelle Sabrina vivait était assez rurale, et il lui fallait 5 heures pour y arriver en bus. Mais grand-père était amoureux de Sabrina, alors il a dit « Bon, pourquoi pas ?» Alors, avec la permission de ses parents, il a fait ses bagages et lui et Sabrina étaient en route. Lorsqu'ils arrivèrent dans sa ville natale, il remarqua que beaucoup de gens les regardaient. C'était une petite ville, donc la population n'était pas si grande. Sabrina lui a fait visiter les lieux où se trouvaient les magasins, les restaurants, etc. Mais le grand-père remarquait que les gens les regardaient. Et une fois, il a entendu un couple chuchoter « Aswang ». Si vous vous demandez qu'est-ce qu'un Aswang, eh bien, dans le folklore philippin, un Aswang est un monstre malveillant, changeant de forme et mangeur de chair. D'après ce que Jim a appris, le jour il ressemble et se comporte comme des gens normaux, mais la nuit il se révèle véritablement. Retour à l'histoire, alors Sabrina et le grand-père de Jim arrivent chez Sabrina. C'était une grande maison en bois de 3 étages. Grand-père a ensuite rencontré les parents de S. Ils l'ont accueilli chaleureusement et l'ont invité à entrer. Et ils ont échangé des discussions pendant le dîner. Grand-père a dit qu'il ressemblait à 2 personnes normales et sympathiques. La première nuit, il dormait dans la chambre de Sab au 2e étage. Grand-père s'est réveillé en entendant un bruit étrange. La première chose qu'il a remarqué, c'était que Sabrina était partie. Il a supposé qu'elle avait dû aller aux toilettes, alors il s'est allongé à nouveau. Mais le son étrange continuait. Cela venait de l'étage au-dessus de lui. Il a dit que cela ressemblait à un chat se grattant les griffes sur le parquet, accompagné de ce qui ressemblait à une personne marmonnant. Il essaya de l'ignorer, mais le bruit commença à devenir de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il puisse entendre plusieurs bruits de griffes venant d'en haut, comme plusieurs chats grattant le parquet et marmonnant. Sabrina n'est toujours pas revenue à ce stade, ce qui l'inquiète. C'est à ce moment-là qu'il entend un bruit qui venait de là-haut, comme si une personne sautait. Le grand-père est vraiment bizarre à ce moment-là. Il se bouche les oreilles avec son oreiller pour ne plus entendre le bruit. Le lendemain, il a dit à S que leur chat était très bruyant et qu'il n'arrivait pas à dormir. Sabrina l'a juste regardé, confuse, et a dit « Mais on n'a pas de chat ?» Le grand-père se dit alors « C'est bizarre, j'aurais juré avoir entendu des chats hier soir. » La deuxième nuit, il a été réveillé à nouveau par les mêmes bruits. Et il s'est dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Puis il a entendu des forts grognements qui venaient d'en haut, comme ceux d'un animal qui souffrait. Il a essayé de se rendormir, mais il est ensuite surpris par ce qui ressemble à un rugissement. Cela a continué, nuit après nuit, jusqu'à la 4e nuit. Le grand-père a décidé qu'il en avait assez, et il a décidé de se lever, monter les escaliers et voir ce qui se passait. Il était donc vers les 1h du matin à peu près selon lui. Mais quand il est arrivé vers l'étage, c'était assez étrange. Les bruits bizarres ne se faisaient plus entendre, mais il a quand même décidé d'avancer. Il a traversé le sol sur la pointe des pieds et il a atteint les escaliers qui menaient au 3e étage. Une fois au 3e étage, il remarque quelque chose de bizarre. Les lumières ne fonctionnaient pas, même si elles fonctionnaient très bien avant qu'il parte dormir. La seule source de lumière était le clair de lune qui illuminait l'intérieur. Il se dirige vers la pièce qui se trouvait au-dessus de lui au 2e étage, d'où normalement provenaient les bruits. Et ce qu'il a vu lui a fait dresser les poils sur la nuque. Le sol était jonché de traces de griffes. Les fenêtres étaient grand ouvertes et il y avait des taches de sang sur le sol. Il n'y avait aucune trace de Sabrina ou de ses parents nulle part. Le grand-père a alors paniqué et il est redescendu au 2e étage. Mais ensuite, il a senti quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Cela venait de la cuisine. Curieux, il allait jeter un œil, mais il faisait si sombre qu'il ne distinguait presque rien. Tandis qu'il marchait, sa main toucha quelque chose qui ressemblait à un gros pot en métal. Il a ouvert le couvercle, un grand nombre de mouches s'en sont échappées et son nez a été assailli par une odeur putride extrêmement horrible qui, selon lui, l'a presque fait vomir. Il faisait si sombre qu'il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur du pot. Alors il a immédiatement claqué le couvercle et a couru vers la pièce et s'est forcé à dormir. Le lendemain, pendant le déjeuner, la mère de Sabrina a servi du dinuguan. Je sais pas si je le prononce bien. C'est du sang animal cuit et mélangé avec des herbes et des épices. Mais le grand-père s'est excusé et il a menti en disant qu'il était malade. Il voulait pas savoir ce qu'il y avait dans la nourriture. La mère de Sabrina essaie de l'amadouer pour qu'il mange, disant qu'il retrouverait son énergie. C'est alors que le grand-père en a profité pour découvrir la vérité. Vous voyez, dans le folklore, identifier si une personne est un aswang ou non est assez simple. Observez leurs yeux, si votre reflet est à l'envers, alors c'est un aswang. Le grand-père a alors regardé les yeux de la mère de Sabrina et il a reculé avec horreur. Son reflet était à l'envers. C'est alors que l'expression de la maman change complètement.
Elle est passée de l'inquiétude à la colère et lançait un regard furieux à grand-père. Une expression qui, selon lui, disait essentiellement « T'aurais pas dû faire ça ». Cette nuit-là, le grand-père ne perd pas de temps et il fait immédiatement ses valises et rentre chez lui. Il a menti en disant qu'il y avait une urgence familiale pour qu'il parte. Il rentre finalement chez lui et passe beaucoup de temps dans sa maison, dans une peur totale. Le mois suivant, il a rompu avec Sabrina. Elle le regarde avec tristesse et lui dit qu'elle comprend. C'était un choix judicieux pour lui, mais c'était vraiment dommage. Le grand-père, il a terminé toute cette histoire, mais il nous dit que c'était effectivement dommage, puisqu'en vrai, à la base, il voulait épouser Sabrina. Après avoir posté ça, Jim a demandé quelques petits détails en plus à son grand-père. Il a dit qu'il avait du mal à se souvenir de beaucoup de choses, mais il avait quand même 2-3 petits détails en plus. Après la première nuit, il a demandé à Sabrina où elle était allée, car il s'était réveillé et il pouvait pas la trouver. Elle lui a alors dit qu'elle était dans la salle de bain à cause de son estomac qui lui faisait mal. Puis, il lui a demandé quels étaient les bruits étranges de la nuit dernière et si elle les avait entendus. Il a dit qu'elle était restée silencieuse pendant un moment, avant de répondre avec désinvolture que parfois, un groupe de chats grimpait sur leur toit. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, un petit peu légende urbaine, folklore. Je sais pas si vous l'avez kiffé, je trouve que c'était très sympathique, effectivement. Je vous propose qu'on passe au prochain thread d'horreur. Alors pour les 2 prochaines histoires, c'est la même personne qui va les vivre. Elles sont assez courtes mais elle a bien angoissé notre protagoniste. Nini doit avoir 12 ou 13 ans, elle est à ce moment-là de l'histoire à Decize dans la Nièvre. Elle ne préserve même pas le nom de la ville, de toute façon tout le monde alentour sait que Decize est un repère de fous. Alors, c'est elle qui le dit dans son texte, moi je ne connais pas, je me permets pas de juger. Alors il faut savoir une chose, c'est que Nini va au collège là-bas mais habite un petit peu plus loin. Donc chaque soir elle prend la voiture. Enfin elle se fait raccompagner bien sûr. Un soir donc vers la sortie du centre-ville, son père et elle s'arrêtent devant une banque pour faire un retrait ou un truc du genre. Elle ne se souvient plus trop de ce détail-là. Sauf qu'avant de sortir, son père reçoit un appel de sa tante. La grand-mère de Nini est décédée il y a peu. Alors ils font ce qu'ils peuvent pour gérer l'héritage et le patrimoine. Donc forcément l'appel dure un petit peu longtemps et pendant ce temps personne ne sort de la voiture. Et d'un seul coup un mec se pointe juste devant le pare-brise de la voiture et frappe un grand coup dessus. Nini a carrément été surprise que la vitre n'était pas pétée après ça. Et l'individu se met à crier en regardant son père. Tout ça sans aucune raison. Puis il entre dans la banque où eux justement veulent aller. Déjà à cette époque, les gens, principalement les Decizois, la fait flipper. Mais alors là, quand son père raccroche, elle lui demande de ne pas rentrer dans la banque. Ce qu'il comprend et lui dit qu'ils reviendront un autre jour. Son père commence à s'engager sur la route et elle scrute le mec à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'il le remarque et qu'il lui fasse ce truc, vous savez, un signe du menton genre qui veut dire qu'est-ce que tu veux? Et sur un élan d'adrénaline, elle ne sait pas ce qu'il lui a pris, mais elle répond avec le même signe de tête. Et là, catastrophe. Le mec frappe d'un coup violent, encore et encore sur la machine sur laquelle il était. Et il se met à se lancer à leur poursuite. Le mec court derrière la voiture, il le sème en 5 minutes chrono, mais elle s'est littéralement liquéfiée à ce moment-là. Plus de peur que de mal, mais après ça, elle a toujours eu une peur bleue de le recroiser quelque part. Et deuxième petite histoire de la même personne, et dans la même ville, et dans plus ou moins la même période, elle attend une amie à elle devant une résidence. Elles ont l'habitude de se retrouver là, près du collège, vers 7h45 avant d'aller en cours ensemble. Et là, Nini la voit qui arrive très pressée. Elle arrive vers elle et se retourne pour regarder derrière elle. Et Nini suit les yeux de son amie et elle peut voir qu'elle regarde une femme qui a l'air assez malpropre sur elle. Et son amie lui dit alors: tu vois cette femme-là? Elle me suit depuis mon arrêt de bus et elle a pris tous les chemins que j'ai pris pour essayer de la semer. Et du coup, la femme continue d'avancer toujours vers elle. Ni une ni deux, les 2 filles entrent dans le couloir d'une résidence. Elles passent d'une espèce de préau à un grand couloir, avec au fond un cabinet de médecin et des escaliers qui mènent à l'autre côté du bâtiment. Donc une rue, c'est pour ça que le couloir est ouvert à tous. Et il y a une grande porte jaune pour entrer dans sa résidence avec tous les immeubles. Heureusement, le père de Nini loue un immeuble dans cette résidence, donc elle connaît le code. Les filles entrent par la porte jaune et en vrai, elles savent qu'elles ont eu de la chance que cette femme ne les ait pas vues rentrer. Nini et son amie restent là ballottées entre terreur et adrénaline. En clair, elles se chient dessus en se marrant. Et au bout de quelques minutes, elle entrouvre la porte pour voir si cette femme est là. Et oui, elle est adossée à la porte qui mène au grand couloir. Les 2 amies referment donc immédiatement la porte et attendent encore quelques minutes. À chaque fois qu'elle réouvre la porte, cette femme est toujours là. Elles sont normalement des élèves modèles et ça les inquiète beaucoup d'avoir du retard. Et surtout, l'heure tourne en fait. Au bout d'un moment, comme elles disent, elles posent leurs cacahuètes sur la table. Elles ouvrent la porte pour sprinter, comme si leur vie en dépendait, jusqu'aux escaliers de l'autre côté du bâtiment.
La distance n'est pas si longue que ça, mais ça leur paraît une éternité. Finalement, elles arrivent saines et sauves de l'autre côté. Son ami, qui connaît la ville bien mieux qu'elle, trouve tout un tas de rues qui leur permettent d'arriver au collège sans aucun encombre, mis à part une bonne dizaine de minutes de retard. Le fait que la femme les ait suivis jusqu'à l'immeuble et se soit arrêtée pile devant la porte du couloir, c'est peut-être une énorme coïncidence, même si elle en doute un petit peu. Et on saura jamais la vérité. Je vous avais dit 2, mais elle a carrément une petite histoire bonus. Celle-là lui est arrivée quand elle était en 6ème, donc 1 ou 2 ans plus tôt. Elle était un matin avec tout un groupe d'amis dans la rue, ils rigolaient tous et ils parlaient assez fort, enfin des enfants quoi. Et il y avait un papy qui arrivait vers eux et qui leur a dit « dis donc, les enfants, vous êtes pas à l'école ?» Moment de blanc, puis un ami lui répond qu'ils vont pas tarder à y aller. Le papy enchaîne et leur dit que Dieu lui a donné des dons, et que lui, il peut voir la bonté dans les gens, et qu'il voit s'ils sont des gens bien, qu'il faut continuer d'être respectueux, et qu'il faut bien travailler à l'école, parce que peut-être comme ça, Dieu leur donnera également des dons. Et il a ajouté à une de ses amies qu'il voyait bien Dieu lui donner le don de l'omniscience. Voilà, petite histoire tranquillou, surtout la dernière, je me dis que ça trouve c'est juste un petit papy qui se dit tu sais quoi, je vais leur faire croire, je vais leur dire qu'il faut aller à l'école pour qu'ils soient gentils quoi. Donc je me dis celle-ci, c'est juste un petit papy qui est un petit peu religieux, y a rien de mal à ça quoi. Allez, on enchaîne avec le prochain thread d'horreur. Quand cette histoire se déroule, Mathias a 10 ans. Son tonton est venu chez lui pour une soirée avec son fils. Chez Mathias, ce soir-là, il y avait lui, son père, son tonton et son cousin. Sa sœur, elle était de sortie et elle devait revenir dans la soirée. Vers minuit, tout le monde décide d'aller se coucher et pour cette occasion, il va dormir avec son cousin dans le salon. Le cousin a pris le canapé et lui a pris un petit lit de camp. Tout le monde est parti et essaye de dormir. Mais les minutes passent et il a l'impression que quelqu'un essaye de rentrer vers la porte de chez lui. Sur le moment, il a très peur. Puis il entend que ça crie et il reconnaît cette voix. C'est la voix de sa sœur qui se fait engueuler par son père car elle rentre tard. Mathias essaye donc de se rendormir, sauf que d'un coup, la lumière automatique de sa terrasse s'allume. Sur le moment, il se dit juste que c'est peut-être un chat ou quelque chose dans le genre. Sauf que quelques secondes plus tard, il entend des bruits de pas sur la terrasse. Et il faut savoir que cette terrasse, justement, elle est en bois. Donc ça fait énormément de bruit quand quelqu'un marche dessus. Et là, il se dit justement que c'est sûrement un chat. Mais plus le temps passe et plus il entend que les bruits deviennent de plus en plus forts. Et il commence à réaliser que ça ressemble vraiment pas à des pas que font les chats en fait. Mais il se dit que c'est peut-être un gros animal, genre une biche, qui sait. Pour tout vous dire, il essaye juste de se rassurer. Mais quelques secondes plus tard, il voit à l'extrémité de son œil une ombre qui passe vers sa fenêtre. Il n'a pas vu entièrement l'ombre, les volets de la fenêtre étaient à moitié fermés. Et il voyait que le dessous. Mais quand il se tourne bien vers la silhouette, il réalise que la personne s'est accroupie vers leur véranda et qu'il est en train de les observer. Pendant environ 20 secondes, il reste comme ça. Puis, la silhouette remarche très vite. Il est figé, car il est seul. Son cousin, lui, il est carrément en train de dormir. Mathias a très peur car il entend les bruits de pas qui recommencent. Mais quelques secondes plus tard, il entend de nouveau les bruits de pas. Mais cette fois-ci, il les entend au niveau du gravier qui longe sa maison. Donc il se dit que la personne doit sûrement partir. Il a eu beaucoup de mal à se rendormir après ça. Il se demande encore maintenant qui était dans son jardin ce soir-là. Et une chose l'intrigue, il a un chien et il l'a jamais entendu. Et le lendemain, quand il a demandé à tout le monde où était le chien, personne ne savait où était le chien. Mathias l'a cherché et leur chien était enfermé dans le cabanon. Ce qui fait que le pauvre chien n'a rien pu faire, quelqu'un l'a enfermé. Et pour préciser, sa maison est clôturée, donc il ne sait pas vraiment comment l'intrus est rentré. Maintenant, il ne dort plus dans le salon, car il a trop peur, même si depuis, ils ont déménagé. Alors, petite hypothèse pour moi, je pense que c'était peut-être le petit ami de la sœur qui voulait venir en douce. Et du coup, le chien il a pas aboyé, puisqu'il devait sûrement connaître la personne pour qu'elle arrive à le mettre dans le cabanon. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si vous en voulez plus, je vous mets 2 vidéos là sur le côté. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.